comment se définit cette personnalité professionnelle? Je vous propose de vous l'expliquer rapidement à travers ce schéma parce qu'il n'est pas du tout connu. Je l'ai vérifié avec plusieurs approches et il vous aide juste à comprendre des choses très importantes dans ce fonctionnement. Comment ça se passe? Nous, êtres humains, nous avons une conscience. Et cette conscience nous amène à raisonner. Et ça nous met immédiatement dans la réalité de la mort. Comme ça. Et de cette réalité-là, naît une énergie, une pulsion de transformation qui fait que la plupart des bébés vivent. Et cette pulsion, elle va, dans tout le cheminement entre de 0 à 16 ans, elle va permettre de définir cette singularité. Donc, cette angoisse, donc l'accompagnement parental, là, va être très important. Chacun des deux parents ayant un rôle très précis par rapport à la définition de la personnalité professionnelle. Et là aussi, comme je l'explique souvent, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et on a l'histoire de l'expérience qu'on a amenée dans cette vie. Et on va construire cette singularité avec cet accompagnement parental et familial. Quand dans un monde parfait, quand cet accompagnement est idéalement fait, à 16 ans, la personnalité professionnelle peut émerger. L'enfant saura de quoi va être fait son avenir professionnel dans les grandes lignes. Comment ça s'est passé? Eh bien, en premier lieu, le père a un rôle très important. C'est toujours le père ou la figure d'autorité paternelle qu'aura choisi l'enfant qui va aider à valider les domaines. Ça se passe comment? Par plein de choses très inconscientes qui vont être de pointer des capacités, de soutenir une activité, de féliciter des notes, d'accompagner dans des jeux, dans des activités, 1000 manières, par lesquelles l'enfant va engrammer un certain nombre d'informations qui vont lui faire savoir dans quel domaine il va exercer. Et puis la mère, bien sûr, a un rôle également très important. Elle va construire l'estime de soi, c'est-à-dire le rapport de soi à soi. Et fort de cette estime et de la connaissance de ce domaine que l'enfant a intégré, c'est à nouveau le père qui va pouvoir lui dire, eh ben voilà, maintenant je vais t'emmener au monde, le monde n'est pas aussi dangereux que tu peux l'imaginer, et là il va créer la confiance en soi, le rapport de soi aux autres. Donc je précise qu'on vous fera passer, on vous demandera vos évaluations de cette soirée, on vous demandera votre adresse email et si vous la donnez, on pourra vous envoyer le PowerPoint. Donc, fort de tout ça, l'enfant, dans ce fonctionnement idéal, il sait pourquoi il est fait, il est confiant dans ses capacités, il est capable de les exprimer l'un pour l'autre. Et du coup, il aura résorbé cette angoisse existentielle originelle, ontologique. Il aura trouvé des modèles et des révélateurs, on l'a compris à travers le père ou la figure d'autorité paternelle. Et il saura qu'à la fois, il est l'héritier de cette famille, le digne héritier de cette famille, et pour autant, il est reconnu dans sa singularité. Il peut faire des métiers complètement différents. Donc on peut voir qu'à différents niveaux, c'est un peu coincé pour l'expression de la personnalité. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un jeune qui avait un très fort potentiel, mais ses 14 cousins avaient fait l'école de commerce, donc il ne s'est même pas posé la question. Pour lui, dans sa famille, on ne pouvait pas faire autre chose qu'une école de commerce. Et il était juste artiste. Et il avait déjà créé un studio à 20 ans, enfin un truc extraordinaire, sauf qu'il ne pouvait pas être, dans ce qu'il avait introjecté, il ne pouvait pas être reconnu comme un artiste. Et donc le bilan lui a permis d'avoir l'onction paternelle, cette fameuse autorisation qui quelquefois est la seule chose qui manque pour que ça, alors qu'elle était exprimée. Donc vous voyez tout ce qui peut se jouer entre ces 0 et ces 16 ans. Voilà, donc fort de tout ça, eh bien, résorption d'angoisse et l'enfant saura qu'il pourra devenir autonome grâce à son activité. Une autre idée force, je pense que vous pourrez la partager facilement, c'est que je l'ai pris sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bien sûr, plus on se connaît, plus on va pouvoir projeter ce que l'on veut trouver et là où on va pouvoir s'inscrire professionnellement. Et enfin, ce qui me semble être la bonne nouvelle, à la fois la mauvaise nouvelle pourrait être que l'on est fait, en tant qu'être humain, on est fait pour travailler, pour avoir cette contribution sociale.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi prévu pour trouver du plaisir dans cette activité. Alors, vous pourrez très légitimement me dire, oui, mais les nouvelles générations, notamment à partir de la génération Y, ne voient pas les choses comme ça. Et vous auriez raison, leur relation de travail a changé. Mais là aussi, on va s'inscrire dans la grande notion de la contribution sociale. Et si leur activité est partagée, elle aura quand même cette fonction sociale, même si les proportions temps de travail est ce qu'on pourrait nous considérer moins du domaine du métier, mais globalement quand même ça. Par contre, il faut leur repréciser que le plaisir peut toujours être là. Voilà les idées que je voulais vous partager. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cet outil, parce que voilà, c'était aussi le prétexte pour vous rencontrer et vous parler d'un outil qui m'anime beaucoup. C'est un des outils que j'utilise dans les bilans et qui parle de personnalité professionnelle également. Et qui nous permet de déterminer la nature de l'accomplissement personnel que chacun peut attendre de sa vie professionnelle. C'est quand même intéressant comme démarche. Ça nous met vraiment dans notre responsabilité de trouver ce pourquoi on est fondamentalement fait. Et comme on le disait, on a tous une raison, une contribution singulière à l'activité. Alors, il se trouve que la personne qui a inventé ce test CGP est un Lyonnais, c'est comme ça. Robert Jourda, qui a fait l'EM Lyon il y a fort longtemps, il a 85 ans maintenant. Il a publié il y a 3 semaines son 5e ouvrage et il ne sait pas encore quel va être le prochain. Il a dû commencer, voilà, je pense. Robert, c'est quelqu'un d'atypique, c'est un chercheur, donc il est aussi génial qu'il est un peu fou. Et dans ce côté de génie pur chercheur, je dis devant lui aussi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'EM et en sortant de l'EM, il a créé une SCOP pour faire du recrutement. Et un jour, il était avec les 4 membres, je ne sais pas comment on dit pour une SCOP, comité de direction, je ne sais pas comment on dit, qui seront peut-être mieux me le dire. Et il a vu que la décision, ça buguait, ça tournait en rond, il n'arrivait pas à prendre de décision. Et là, il a eu un éclair et il s'est dit, oui, je comprends. Nous n'arrivons pas à nous positionner sur une décision parce que nous avons tous les 4 une forme d'intelligence totalement différente, totalement distincte. Et à partir de là, il a eu l'idée d'un modèle, il a continué ses recherches, il a créé un institut dont le premier supporter a été Charles Mérieux, donc une autre figure emblématique lyonnaise, et depuis il continue la recherche. Et il nous a apporté vraiment des choses intéressantes, à savoir que cette fameuse personnalité professionnelle a son origine non pas dans la psychologie, rien ne la définit dans la psychologie, mais dans l'anthropologie. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'elle se construit par un phénomène anthropologique d'évolution de la personne. Et si elle se bloque, si on n'arrive pas à 16 ans, tout le monde, on sait bien, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir découverte, c'est par des phénomènes psychologiques. Donc ça nous amène à travailler sur plusieurs champs. Donc l'Institut d'invocation qu'il a créé, je ne suis pas à jour de tous ses ouvrages qui sont assez techniques sur cette fameuse personnalité, très personnelle aussi, dans son écriture. Alors, ce test CGP, voilà, finalement c'est le schéma de ces 4 membres de son comité de direction. On va les regarder en détail et peut-être ça vous donnera des idées de votre positionnement. Donc 2 axes. Un axe qu'il a nommé avec les personnes qui fonctionnent sur une énergie intérieure, avec une conscience du monde intérieur, sur l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal, on va parler des gens qui vont fonctionner avec la conscience du monde extérieur, qui vont être en lien avec ce monde extérieur, en termes de moteur. Ces 4 formes d'intelligence, il les a. Donc après avoir fait l'EM, donc quand il a commencé ça, il a refait un doctorat de psychologie. Ceux qu'on retrouve des termes un peu plus psycho. Fantasme, le segment règle, le segment pensée et le segment milieu, comprendre adaptation au milieu. On va revenir en détail sur ce qu'on trouve pour les personnes qui se positionnent de façon privilégiée sur l'un de ces axes. Donc sur l'axe fantasme, le petit segment qu'on trouve là-haut, il va nous parler des gens qui vont
positionnés à la suite du test majoritairement sur ce segment-là, vont être là les gens qui ont un fort besoin, plus ou moins fort suivant la hauteur sur l'axe, de libre expression de soi. Ce sont des gens qui vont vivre de leur pulsion intérieure. Hein. On se rappelle que c'est une énergie intérieure qui les mobilise. Des gens qui vont être empreints de parti pris esthétiques, de choix affectifs également. Des gens qui vont pouvoir faire preuve d'audace et d'aventure. Et le moteur qui va les mettre en dynamique par rapport à l'activité professionnelle, ça va être le besoin de plaisir. Peut-être que ça commence à vous parler ou à vous faire représenter des personnes. Pour visiter maintenant le segment opposé, et il s'agit bien de l'opposé, qu'il a nommé règle, toujours sur cette énergie intérieure, on se rappelle. Là, on va trouver les gens qui ont ce sens des lois qui gouvernent le monde. Alors pas les lois universelles de la biologie ou autres, non, ce sont les lois qu'ils ont introjectées par leur éducation notamment, et dont ils font un modèle pour le monde. Donc c'est des gens empreints de principes, de valeurs morales, hein, des gens qui ont des règles de conduite, donc qui sont très à l'aise avec le droit, les consignes, les règlements, qui ont un sens du service à la société et qui savent aussi s'emparer des procédés, des techniques, des procédures, etc. Et ce qui va les mobiliser professionnellement, là où ils vont trouver leur moteur, c'est le besoin de rigueur. Et vous comprenez bien qu'entre les deux, la personne qui aurait beaucoup de points au résultat de son test sur le segment règle et beaucoup de points sur le segment fantasme, elle vivrait un tiraillement. Le besoin d'appliquer des règles et le besoin d'avoir cette liberté d'expression. Ça commence à vous parler un petit peu. Vous intervenez, insistez. On va visiter maintenant l'axe horizontal avec ce qu'on a nommé le segment pensée. Donc le segment pensée, la caractéristique, c'est la cérébralité. Ce sont ces personnes qui prioritairement vont situer leur fonctionnement sur ce segment-là, qui vont être à distance des choses, des objets, des personnes. C'est-à-dire que tout leur rapport au monde, par exemple, ouais, ce verre, elles vont commencer à se dire, bah oui, c'est un petit verre de 20 centilitres transparent, je vais pouvoir faire ci, etc. Il y a un rapport cérébral aux personnes, aux gens, au projet. Et c'est des personnes qui ont donc cette saisie intellectuelle, qui vont avoir cette distance aussi, hein, ce qui affecte ces fonctionnements. Donc une capacité de conceptualisation, parfois avec le calcul, une capacité d'anticipation, planification, vous voyez tout ce qui est lié à la pensée, donc ils ne vont jamais se jeter dans l'action sans avoir planifié, anticipé, réfléchi. Une capacité de logique, d'analyse et de synthèse, etc. Tout ce qui est d'ordre de la pensée abstraite, théorisante, conceptualisante. Et ce qui va les mettre en dynamique, ça va être le besoin de comprendre et d'expliquer. D'accord ? À l'opposé, sur l'axe milieu, donc comprendre adaptation, milieu, on va trouver ces personnes dont il a parlé plutôt de l'instinctualité. Et là, c'est l'opposé, encore une fois. La personne, elle va pas, je ne sais pas qu'elle ne va pas réfléchir, c'est qu'instinctivement, elle va prendre le verre quand elle en aura besoin et elle saura ce qu'elle va en faire. Ça ne va pas passer par cette distance de cérébralité. Donc il y a une forte perception sensorielle de l'objet. C'est une empoignade avec le concret. C'est des gens empreints de réalisme, avec des besoins de réalisation, de construction, qui ont besoin d'avoir des résultats tangibles, plutôt avec efficacité, à court terme, avec un sens de l'adaptation, adaptation au milieu, hein, comme on disait, et sens de l'organisation, sens des nécessités immédiates. Et ce qui va les mobiliser pour leur activité, ces personnes-là, c'est le besoin de transformer, au sens large. Ça peut être aussi bien dans tous les domaines. Voilà les quatre axes, donc on comprend bien que c'est, comme tous les modèles, hein, c'est une schématisation, et bien sûr, comme tous les modèles,
il simplifie la complexité humaine, on est bien d'accord, il apporte son intérêt va être présent pour éclairer les gens qui se questionnent. Et là encore, ça nous donne des chemins. En aucun cas une vérité, c'est évident. Mais voilà, il y a cette particularité de nous faire comprendre un peu plus nos fonctionnements. Comment ça se passe? Eh bien, le test, donc, il est extraordinairement court en matière de questions, avec très peu de questions et des questions tellement décalées qu'il n'y a pas de biais de la désirabilité sociale. Vous savez, le fait de se dire, ah ben oui, là, si je réponds ça, parce qu'on a tous cette tentation de vouloir être comme on voudrait être, ou paraître plus ou moins conscient. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vous avez raison. Et donc, le test va nous dire où va se positionner ce fameux point, la résultante de toutes ces énergies fonctionnelles, puisque bien sûr, nous avons tous ces capacités, hein, ces formes d'intelligence, bien sûr, mais si la personnalité professionnelle est exprimée, eh bien, elle va pointer à un endroit précis sur ce schéma et qui va nous aider à nous indiquer de quelle manière on va pouvoir s'exprimer professionnellement et y trouver du plaisir. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est aussi totalement indépendant de notre éducation, de nos études, de nos métiers. Et il y a des gens qui ont fait des métiers qui sont, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, des purs commerciaux. Et pourquoi ils viennent me voir? Parce que justement c'est des créatifs et qu'il y a un moment ça pousse à l'intérieur et qu'ils ont envie d'exprimer ce pourquoi ils sont faits. Donc voilà, on va trouver un point sur ce. Donc on va comprendre déjà si on est plus mobilisé par une énergie intérieure ou extérieure, et puis si la personnalité est formée et si ce point, ce qu'il nous dit. Alors bien sûr, ça va se mettre au service de métier, comme on le disait, c'est un de ses intérêts. Et donc, si je vous dis, vous avez compris là sur le fantasme, qu'est-ce qu'on pourrait, toujours dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle, toujours dans cette schématisation, hein, dans cette réduction de la réalité, quel type de métier pourrait-on positionner à cet endroit-là? Les gens qui sont dans l'intelligence émotionnelle. Exactement. Les leaders, les artistes, les gens qui ont besoin de transmettre, de faire part de tout ce qui les anime intérieurement et d'entraîner à travers ça. Leadership, c'est dans ce sens-là. C'est d'aller faire partager, d'aller emmener les gens à travers ses passions, ses centres d'intérêt. À l'opposé, c'est les gens qui ont cette intelligence plus normative. Scientifique. Effectivement, une expertise technique, puisqu'il y a l'application de règles, de procédés, rappelez-vous, hein, il y a de la rigueur scientifique et technique. D'accord? Pour l'intelligence conceptuelle, j'entends les chercheurs, oui, bien sûr. Et alors là, s'ils sont carrément sur la ligne, ça va être la recherche fondamentale. Et puis après, on verra. Et pour l'intelligence plus pratique, artisan, métier manuel, ingénieur, joueur de tennis. Oui, exactement, tout type de transformation, exactement. Donc effectivement, sur les aspects manuels ou techniques. Et puis on a nos bissextrix aussi, et puis il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est pour schématiser. Et là, on va trouver l'intelligence entrepreneuriale. Et là, c'est très intéressant parce que moi, je ne connais pas d'autres tests, vous en connaîtrez peut-être, vous me direz, mais qui précisent aussi finement si on est fait pour être artisan, repreneur, créateur, entrepreneur, etc. C'est super précis. Et donc, l'intelligence vraiment entrepreneuriat à l'interface de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence pratique. On voit bien, on est mis par quelque chose de l'intérieur et puis on a envie que ça produise, que c'est un résultat concret. Donc jusqu'à l'intersection, c'est l'intelligence entrepreneuriale, où on trouve aussi les commerciaux, certaines formes de commerciaux. L'intelligence créative, quel type de métier? Designer. Designer. Oui, marketeur, formateur, on a certains types aussi. Les intelligences applicatives.
fait, c'est les vrais médecins de la fonction publique, les personnes, rappelez-vous, qui ont sens du service public. Et l'intelligence méthodologique, la méthode, à l'interface de la pensée et de l'intelligence normative. Ça, c'est constructeur. Hein, les gens qui vont organiser les méthodes, la qualité, l'ingénierie. Voilà, et bien sûr, ça s'affine à l'infini, et puis là, ce ne sont encore que des repères. Donc voilà, les métiers, comment ça peut nous aider à nous aiguiller sur des métiers. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, parfois, cette personnalité n'est pas exprimée. Et là aussi, je trouve que c'est aussi l'honnêteté de ce test, c'est de dire, eh ben, c'est pas exprimé, donc je ne sais pas, donc je ne peux pas en parler. C'est-à-dire que le point va se retrouver dans un périmètre qui va dire, eh ben, la personnalité n'est pas définie. Donc voilà, débrouillez-vous avec autre chose. Et là, ça fait partie des autres éléments qu'on utilise dans le bilan pour aller aider à la récupérer. Donc, c'est ce qu'on appelle la polyvalence. C'est-à-dire des gens aussi qui ont pu... Donc, il y a deux façons dont les gens ont pu se retrouver dans cet état de polyvalence. Soit parce qu'enfant, ils n'ont pas pu la faire émerger, cette personnalité professionnelle. On a vu qu'il y avait des tas de facteurs qui pouvaient intervenir, hein. Rapport au père, rapport des choses très très variées, des enfants qui se sont dit il faut que je fasse le métier de mes grands-parents, ça se voit, voilà, et puis en fait ils ne sont pas faits pour ça, il y a mille raisons. Et ça, ou adultes, ils ont pu avoir envie d'exprimer cette personnalité, je l'ai vu là aussi dernièrement avec. Et puis il y a eu une rétractation parce que voilà, les grandes blessures de la vie, des phénomènes qui ont pu la faire se rétracter. Donc on va appeler ça la polyvalence et il va falloir investiguer autrement pour retrouver cette personnalité. Un autre, j'aime bien en parler parce que pour moi c'est des outils aussi qui nous aident à être tolérants les uns vis-à-vis des autres, parce que là aussi plus on se connaît, plus on comprend nos différences et plus, voilà, plus on se tolère et il y a bien des explications. Donc je trouve que c'est aussi un moyen de choisir ses collègues, ses patrons, ses entreprises même. Il y a des entreprises qui ont cette personnalité professionnelle si on extrapole au sens large. Alors, si je vous demande, si vous êtes, voilà, si les personnes qui vont être très 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 dans la règle, dans la norme, vous imaginez comment ils voient les gens qui sont très très très, très dans le fantasme au plus haut niveau. Vous êtes d'accord? Les gens qui sont vraiment, tout est prévisible, tout doit être comme ils pensent que cela doit être, ben forcément qu'ils trouvent les gens qui sont dans cette libre expression d'eux, des excités, des fous furieux, des incontrôlables. D'accord? C'est ce qu'on appelle le tableau des détestations. Et je trouve qu'il donne à réfléchir parce que ça donne à comprendre que d'abord on a besoin de tout pour faire un monde, mais que voilà, en le comprenant mieux, on le tolère mieux. Et du coup, ces gens... L'accompagnement que je fais auprès des porteurs de projets que j'accompagne, que ce soit des personnes en transition professionnelle ou que ce soit des personnes qui créent leur entreprise, qui créent une nouvelle activité, enfin qui vont créer leur propre job. Et donc, pour ce faire, je vais vous donner les principales règles que j'utilise auprès des personnes que j'accompagne pour que vous puissiez les utiliser vous-même et faire avancer votre projet pour aller vers votre métier idéal. Et pour faire cette méthode, donc vous aurez le diaporama, hein, donc vous aurez le détail de ce que je vais vous présenter. La première étape est importante, c'est éclairer son projet professionnel. C'est-à-dire que je n'accompagne pas une personne avant d'être allé dans le détail sur le projet qui peut la porter et qu'elle peut porter. Deuxièmement, une fois qu'on a identifié le ou les projets que la personne a envie de développer, je parle sur le plan professionnel, on va construire le réseau professionnel qui est parfaitement bien adapté à son projet. Ok ? Et la troisième étape, c'est seulement à partir de ce moment-là que je vais intervenir sur les outils numériques, comment faire en sorte d'utiliser des outils numériques d'aujourd'hui qui sont parfaitement pertinents avec son projet et qui vont aider à aller beaucoup plus vite que si elle ne les utilise pas. Voilà donc un peu le schéma que j'utilise chaque fois que j'accompagne une personne, soit qui cherche un emploi,
soit qui veut créer son activité, soit qui hésite entre les deux. Parce qu'évidemment, ça arrive également d'avoir une personne qui veut créer une entreprise, mais qui en même temps n'abandonne pas sa recherche de trouver un poste salarié ou à temps partagé. Alors, les questions que je pose au préalable à toute personne que je rencontre, et c'est essentiel qu'elle y réponde pour que j'accepte de l'accompagner, c'est qu'est-ce qui me met en vie dans mes projets. C'est une question qui est fondamentale. C'est-à-dire que souvent, quand les personnes viennent me voir, elles sont après un choc qui peut être arrivé dans leur vie, soit un licenciement professionnel, soit qu'elles ont envie d'elles-mêmes de changer de métier ou d'univers professionnel. Et donc c'est le bon moment pour se poser cette question-là. C'est pas quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans le job, quand on a un emploi du temps hyper chargé, qu'on peut répondre à cette question-là. Autre question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer véritablement aujourd'hui? Okay, moi je me suis posé cette question, j'ai été licencié économique en 2013, après une carrière assez longue à Toulouse dans le numérique, et j'ai eu un licenciement économique qui n'était absolument pas prévisible, qui m'est tombé dessus comme un tonnerre, quoi. Donc j'ai décidé à ce moment-là, d'abord de quitter Toulouse, d'aller dans un nouveau lieu, de quitter Lyon, donc je suis arrivé à Lyon en 2013, et deuxièmement, puisque vous avez eu ce choc qui était quand même assez traumatisant, parce qu'il était inattendu, c'est comment faire en sorte d'en profiter de ce choc, comment transformer cette épreuve, parce que ça a vraiment été une épreuve, en opportunité. Et c'est en répondant à ces questions, j'ai mis du temps, ça a été très compliqué, ok? Mais c'est en répondant à ces questions, qu'est-ce qui me met dans mon envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je fais facilement? Et là, on va trouver ce qu'a exposé Anne sur ses vraies aspirations professionnelles. Qu'est-ce que je fais facilement? Qu'est-ce qui me met en joie dans ce que j'ai déjà fait et ce que je pourrais faire? Ensuite, pourquoi je veux faire ce métier? La question du pourquoi est essentielle, c'est-à-dire que la personne m'expose ses projets professionnels et je reviens toujours à la question de pourquoi vous voulez faire ça. Je vais lui poser 1, 2, 3, 4, 5 fois cette question-là, jusqu'à aller vraiment chercher ce qui est fondamental pour elle. Ensuite, il y a une question d'environnement humain. Avec qui j'ai envie de travailler? Surtout quand on a été licencié, on part brutalement de sa situation, ben on a envie de retrouver des environnements humains qui nous correspondent mieux. On tire les leçons de son expérience, surtout quand on a plusieurs métiers derrière soi, ou expériences. Et enfin, on peut se poser la question, quand on a balayé ces questions préalables, quelle est ma contribution au monde? Alors, les jeunes, comme le disait Anne, souvent se la mettent assez rapidement dans leur vie. Mais nous qui avons quelques années d'expérience, ben c'est le moment de se la poser cette question. Quelle est véritablement ma contribution au monde et comment, par les nouveaux choix professionnels que je vais faire, je vais pouvoir en répondre, soit totalement, soit au moins en partie. Et faire en sorte que grâce à la réponse à cette question, je vais choisir un projet professionnel qui sert ma contribution au monde, qui sert ma contribution sociale. Okay? Donc c'est ces questions-là que je pose quand une personne souhaite être accompagnée par moi. Alors, ensuite, une fois qu'on a répondu à ces questions qui sont pour moi existentielles, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire on va préciser son projet professionnel, c'est-à-dire le ou les types de postes qu'elle souhaite occuper, son fonction, son statut salarié indépendant, bénévole, statut à temps partagé, quelle posture elle souhaite occuper dans la société aujourd'hui, quelle mission, quel rythme de travail, quel environnement humain hiérarchique. Donc il faut vraiment catégoriser les éléments qui vont permettre d'éclairer son projet. Ensuite, le type d'entreprise, d'employeur, de client, de valeur, le style de management, la vision. Et l'interrogation sur les valeurs est importante parce que c'est là où on va trouver un environnement qui nous convient parfaitement. Et enfin, le lieu. Est-ce qu'on est fixe sur Lyon? Est-ce qu'on est mobile? Est-ce qu'on veut des liens internationaux? Donc on va aussi voir l'environnement géographique que l'on souhaite suivre.
Alors pour vous donner une idée, moi quand j'étais licencié en 2013, j'ai été complètement perdu. C'est-à-dire que j'avais à la fois, ça c'est les idées de projet que j'avais en 2013, l'idée de continuer à ce que je... C'est le premier réflexe qu'on peut avoir quand on a une rupture comme celle-là, c'est de continuer ce qu'on a déjà fait. Okay, parce que c'est le plus facile. On retrouve l'équivalent, on retrouve son réseau professionnel, on retrouve des choses qu'on sait faire parfaitement bien dans un certain contexte. Donc ça, c'est la solution de facilité, dans laquelle j'ai plongé comme un imbécile. Tout de suite, j'ai plongé. Mais heureusement que je n'ai eu que des refus. C'est-à-dire que le poste que j'occupais, j'avais un poste assez important sur Toulouse, j'ai cherché l'équivalent sur Lyon. Et heureusement, j'ai eu des réponses négatives. Heureusement. Heureusement. Parce que je n'aurais pas fait les chemins que j'ai fait si j'avais eu des réponses positives. Je me serais à nouveau embarqué dans un truc qui ne correspondait plus à la singularité que l'on cherche à un moment donné. Okay, sur la vraie singularité qui nous correspond. Donc là, petite croix, ça a été négatif tout de suite. Ça m'a pris 6 à 8 mois. Ok, toutes les portes se fermaient, d'accord. Il y avait aussi une question d'âge qui jouait certainement. Ensuite, j'ai voulu, comme j'avais travaillé dans le digital, toujours on reconduit les schémas antérieurs, travailler dans une agence web lyonnaise. Manque de peau, dans les agences web lyonnaises, ils recrutent maximum 25 ans. J'avais le double. Donc ça n'a pas passé non plus, et heureusement. Deuxième projet qui tombe. Là, c'est allé assez vite. Troisième projet qui a été intéressant, j'ai voulu, parce que j'avais le temps, travailler dans une association de solidarité sur Lyon. Et là, ça c'est la première chose intéressante que j'ai fait tout de suite en arrivant sur Lyon. Je me suis inscrit dans une association bénévole sur Lyon qui s'appelle Passerelle et Compétences, qui est une association donc, que j'anime aujourd'hui sur Lyon et qui permet à des personnes qui sont en activité professionnelle de donner de leur temps pour les grandes causes solidaires lyonnaises. Donc sur des temps très très courts, sur des projets extrêmement précis, mais qui permettent de mettre en œuvre ces compétences professionnelles. Et pour le coup, là, j'ai fait des missions bénévoles pour des grandes associations lyonnaises qui m'ont permis de mettre en jeu des compétences professionnelles, mais sur des univers que je ne connaissais absolument pas. Et donc, du coup, j'ai pu découvrir ce qui me faisait envie. Est-ce que j'avais envie de travailler pour ces grandes associations? Dans ces associations, qu'est-ce que j'aurais pu occuper comme type de poste? Et donc, ça a enrichi ma notion d'envie, de qu'est-ce qui me fait vibrer, ce pourquoi je suis fait. Donc, c'était la première porte d'entrée intéressante que j'ai trouvée sur Lyon, c'est celle-là. Ensuite, je me suis dit, bon, ils ne veulent pas de moi. Soit je suis trop, ils prennent des gars de 25 ans, donc j'ai pas l'âge, soit, les postes que je cherche, ils sont déjà occupés, il n'y a pas d'opportunité sur Lyon. Donc je vais créer mon entreprise, je vais créer mon propre emploi. Donc c'est la piste que j'ai développée. Et j'avais une première idée qui était liée à mes compétences digitales, c'est comment utiliser les réseaux sociaux. Donc ça a été mon point d'entrée sur Lyon. Et ensuite, un autre point d'entrée que j'ai testé, c'est créer comme j'accompagnais des gros projets digitaux sur la région Midi-Pyrénées, c'était créer une entreprise sur la création de sites internet. Je me suis formé à la création de sites internet, j'ai eu plusieurs clients, et puis je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas du tout vibrer, que ça m'emmerdait au plus haut point de faire des sites internet. Donc j'en ai fait 3, j'ai eu 3 clients, et je l'ai arrêté très vite. Donc j'ai tiré une croix. Donc vous voyez qu'on peut se retrouver comme moi dans une situation où on a en même temps plusieurs projets qui peuvent nous faire envie ou qu'on fait à cause de notre historique personnel. Et donc tout l'enjeu, quand on est dans cette situation-là, c'est de tester assez rapidement plusieurs projets pour les éliminer tout simplement et pour se positionner sur les véritables projets qui nous motivent personnellement. Donc cette démarche-là que j'ai fait, j'ai mis combien de temps? J'ai mis 1 an et demi à trouver ce qui me faisait vraiment envie. Mais après, vous avez compris, une phase de confusion qui a été particulièrement importante. Okay, et plusieurs échecs. Il y a eu 1, 2, 3, au moins deux grands projets qui ont été un échec complet à 100%. Okay. Alors, ce que j'ai compris aussi dans cette phase, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, quand je suis arrivé à Lyon, pour trouver un job, je connaissais une personne sur Lyon. Parce que j'avais tout mon réseau toulousain. J'avais un énorme réseau sur Toulouse, à Toulouse, mais personne sur Lyon.
Donc c'est là que j'ai très rapidement compris ce qui était important. Il y avait bien sûr avoir un bon projet qui nous correspond, mais ce qui était aussi, tout aussi important, c'est avoir des relations. Et avoir des relations qui me nourrissent et pour lesquelles je vais pouvoir développer mes propres projets. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette citation d'Armand Tolby: les composants de la société ne sont pas les êtres humains, mais les relations qui existent entre eux. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que tu mettes au centre de ton activité la relation. Et aider les personnes que je vais accompagner à créer les relations qui leur sont nécessaires et comment faire vivre les relations aujourd'hui professionnelles par rapport à leur projet de rêve, par rapport à leur métier idéal qu'elles veulent occuper. Et là, je me suis rendu compte, en analysant un peu les personnes que j'ai accompagnées, que on a, et là c'est une règle qu'on retrouve chez tout individu, on a au maximum un réseau relationnel de 150 personnes. Quand vous voyez des personnes qui ont 300 amis sur Facebook, vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas des vrais amis, vous le savez. Et donc là, ce sont des relations qui sont liées à notre constitution de notre cerveau. On a, ça c'est une moyenne, au maximum 150 personnes qu'on peut entretenir de façon vivante. Ok ? Donc c'était intéressant de connaître un peu cette capacité de relation qu'a chaque individu. Ça c'est valable pour un Indien qui est isolé dans l'Amazonie, comme pour un cadre qui travaille dans un grand groupe international et qui a un job de relations publiques. C'est le même niveau. C'est-à-dire qu'on a 150 relations, et si on développe un nouveau réseau, eh bien, il va falloir que la personne un peu laisse mourir certaines relations. C'est un peu l'idée. Alors, vous comprenez que c'est un point important, ce niveau de relation qu'a toute personne par rapport à son projet professionnel. Et moi, la question que je vous pose à vous, qui dans la salle considère avoir un réseau personnel, professionnel, qui est intéressant, qui est important pour elle, qui a un nombre suffisant, qui considère avoir un bon réseau professionnel dans la salle? Une, deux, trois, quatre personnes. Ok? Donc ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez. Ça ne veut pas dire que la réponse que vous avez est toujours très juste, hein, ok? Mais en tout cas, je la pose. Voilà. En tout cas, je suis absolument certain qu'il y a beaucoup plus que 5 personnes qui aujourd'hui ont un réseau professionnel dans la salle important. Ok? Donc c'est la première question. Mais qu'est-ce que vous entendez par important? Oui, c'est important. Parce qu'important, c'est quelque chose de subjectif. C'est subjectif, la notion Oui. d'important. On a toujours C'est envolé. mais important, c'est... Alors là, c'est une question très subjective que je vous ai posée. Ok? Mais la véritable question qu'il faut vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, le réseau relationnel que vous avez est adapté à votre projet professionnel de rêve, au métier idéal que vous voulez exercer? C'est là la vraie question. Okay? Mais je la pose quand même parce que tout le monde a le sentiment, et c'est assez majoritairement répondu, d'avoir un réseau personnel qui est insuffisant. Okay? Quel que soit l'âge d'ailleurs. Alors c'est plus fort quand on est plus jeune, mais même des personnes qui ont 30, 40 années d'expérience ont le sentiment de ne pas avoir un réseau personnel, professionnel important. Okay? Mais la question importante, c'est bien celle-là. Votre réseau personnel est-il adapté à votre projet professionnel? Et donc, toute la première démarche que je vais faire, c'est de construire son réseau professionnel. C'est vraiment la démarche importante. Et donc, ce que je vais faire un audit très très pointu du réseau professionnel et personnel de la personne par rapport à son projet. Donc, je vais analyser son cercle proche, la famille, les amis, les voisins, les personnes qu'elle rencontre vraiment dans un cercle de proximité qui est plutôt personnel. Okay? La deuxième cercle que je vais analyser, ce sont les relations professionnelles actives d'aujourd'hui. Actives, ça veut dire des personnes qu'on a vues dans les 12-15 derniers mois, qui sont vraiment vivantes et qui se rappellent bien de nous et qu'on peut
j'allais dire, facilement reconnecter et recontacter. Ensuite, le troisième cercle qu'on va travailler, c'est les relations professionnelles anciennes. Donc, plus on a d'expérience, plus on va en trouver. Donc on reprend le CV, et dans chacune de ces expériences-là, on va voir quelles sont les relations professionnelles que l'on peut reconnecter. Okay. Ensuite, le quatrième cercle, justement, ce sont ceux qu'on ne connaît pas, mais c'est là-dedans qu'on va trouver son futur employeur, ses futurs clients et les personnes qui vont nous aider dans notre projet de création d'entreprise. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser les trois premiers cercles, du plus proche au plus éloigné, pour aller chercher la sphère 4, qui est notre futur employeur, ou nos futurs clients si on crée une activité. Okay. Donc toute la démarche consiste à faire cette analyse-là. Alors, quand je fais cette analyse-là, ça me prend en général 3 heures d'analyser le réseau personnel en profondeur de la personne qui cherche un job, par exemple. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur parce que souvent, les personnes sous-estiment, comme vous l'avez fait, le réseau personnel et ne se rendent pas compte que des personnes qu'elles connaissent particulièrement bien ont un vrai potentiel de réseau, mais qu'elles ne l'utilisent pas. Donc c'est important de faire un check-up des 3 niveaux. Ça dure 3 heures. Le niveau 1, cercle intime, proche, je trouve en règle générale entre 15 et 35 noms à exploiter. Donc si on est dans un environnement vraiment où on fait la liste de toutes les personnes qu'on connaît. En niveau 2, c'est-à-dire les relations professionnelles actives, on va trouver entre 20 et 50 noms. En niveau 3, donc là c'est les relations plus anciennes, on va trouver entre 20 et 100 noms. Donc vous voyez qu'on trouve, et des personnes qui évidemment m'avaient dit je n'ai pas de réseau important. D'accord ? Donc au final de cette analyse, on trouve entre 100 et entre 50 et 150 noms des personnes qui sont véritablement la richesse à exploiter pour la personne qui cherche un emploi ou qui veut créer son entreprise. Et c'est une analyse que très peu de personnes ont pris le temps dans leur vie, dans leur parcours professionnel, de faire l'analyse de la valeur de son réseau personnel. Et c'est le bon moment, quand on est en transition professionnelle, quand on est en fracture de vie, de faire cette analyse-là. Alors, pas de limite quand on fait cette analyse, toute personne dans votre réseau est une ressource, donc il faut vraiment analyser en détail. Bon, ok, elle n'est pas dans le milieu dans lequel je vais travailler, mais est-ce qu'elle connaît des gens qui sont dans le milieu professionnel cible? Donc il faut vraiment avoir une ouverture très très compréhensive de ce que peut nous amener une personne. Pour vous donner un exemple, moi j'avais une consultante que j'accompagnais dans sa création d'entreprise. Elle me disait, oui, j'ai un oncle, il est directeur d'école. Je lui dis, il est directeur d'école où? Je lui demande, elle m'a dit, il est directeur d'école dans l'Ouest lyonnais. Ah, c'est intéressant. Qui sont les parents d'élèves de cette école-là? Ce sont des cadres, des dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce que tu cherches à contacter comme personne pour vendre tes services? Des dirigeants, des cadres, etc. Et elle l'avait capté. Or, ce directeur d'école dans l'Ouest lyonnais, il était typiquement, il tutoyait des clients potentiels, c'est-à-dire des parents d'élèves qui amenaient leurs enfants, qui avaient une position élevée de décideurs dans les entreprises lyonnaises. Donc il faut vraiment avoir nos limites, et il faut aussi avoir nos limites par rapport à l'ancienneté de la relation, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter d'aller chercher des personnes qu'on n'a pas vues depuis 10, 20, 30 ans. On se met dans le lumière comme ça. Je m'appelle Patrick Guichet, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai écrit un best-seller. Enfin, ce sera un best-seller après cette soirée, forcément. Il s'appelle Entrepreneur de job. Parce que j'ai cru comprendre que ce soir, il y a un mix de profils. Il y a des personnes qui cherchent un job, des personnes qui cherchent à monter une activité. Et le livre en question, en fait, est parti du principe que trouver un job ou trouver un client, c'était beaucoup la même chose. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je fais partie d'un petit groupe qui s'appelle BNB, Bistro and Business. Alors, c'est pas ce que vous pouvez penser. On ne va pas au bistrot pour boire des coups.
au bistrot pour réseauter, figurez-vous, entre autres. Donc je vous invite à regarder ceci. Je suis consultant stratégie rédactionnelle. Il y a 2 ans, je n'avais pas encore ce poste. Il y a 2 ans, je cherchais un boulot. Et le livre en question est né d'une frustration. Frustration parce qu'un jour, je me suis trouvé peut-être comme vous, dans cette agence, vous savez, l'agence pour l'emploi des chanceux. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait plusieurs personnes autour de la table, seniors, juniors, et un coach nous a expliqué les réseaux sociaux, mais un peu moins bien que Jean-Paul. C'est-à-dire qu'il nous a dit votre profil, il doit être comme ça, vous devez avoir une photo qui est comme ça, vous devez brosser votre parcours, les grandes lignes de votre parcours comme ça. Bon, c'est très bien, ça pose un cadre. Et quand on est un peu fragile, quand on est entre 2 situations, un cadre, ça rassure. Mais moi, ça ne m'a pas du tout rassuré parce que les cadres, j'ai du mal. J'ai en poche un électron libre, je suis au niveau fantasme, mais un peu pragmatique quand même. Bref. Et puis surtout, je me suis aperçu en fait que un cadre, enfin ce qui me concerne, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, un cadre c'est un petit peu comme un moule. Et les moules, c'est fait pour les tartes. Partant de ce constat, on s'est réunis avec quelques personnes autour d'une bière pour se dire, bon, écoute, si on n'est pas le moule, si on n'est pas des tartes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on a échangé. Et puis on est revenu la semaine d'après. Et puis la semaine d'après, pour échanger juste, tiens, t'en es où de tes recherches? Et puis on s'est aperçu en fait que quand on cherche un job, quand on cherche à monter son activité, il y a plein d'associations qui sont là pour vous aider. Moi je suis passé par un cabinet de placement. Mais ce que le cabinet de placement ne fait pas, c'est que c'est pas des... ils ne sont pas là pour monter le moral, ils sont là pour vous dire vous avez 5 rendez-vous à prendre cette semaine, vous devez faire votre tableau Excel. Moi c'était ça. Ça m'a tétanisé. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec un petit groupe de personnes dans le même camp que moi. Et puis on a échangé. Pas que sur le boulot. Comment monter un réseau, comment, quand on est sur un salon, comment on fait. Parce que je fais le beau, je parle devant des gens, mais il y a 6 mois, on m'aurait dit ce soir tu vas parler devant 40 personnes. Je suis extrêmement timide. Bref. Et comme mon job c'est d'écrire, j'ai décidé de documenter les échanges qu'on faisait au bistrot entre 2 bières. Et je me suis aperçu d'un truc dingue, c'est que quand on cherche un job, on va s'adresser à un recruteur pour proposer des compétences. Ouais, mais quand on cherche un client, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement pareil. Quand on est face à un recruteur, on doit avoir une certaine prestance, une certaine posture. Devant le client il a besoin d'être rassuré, il faut avoir une posture. Peut-être pas la même, mais une posture. Voilà, c'était le constat. Puis je me suis aperçu qu'il existait tout un tas de bouquins sur comment chercher un job, comment chercher un client. Je vous en livrer quelques-unes. Trouver le bon job grâce au réseau, super bouquin. Consultant, parce que j'hésitais, est-ce que je veux devenir consultant ou pas, à l'âge que j'ai, le recrutement ça ne marchait pas pour moi. J'adore celui-là. Ça c'est bonheur, oui. Même quand on est mauvais en anglais, on sait que c'est le bouquin n'invente rien, mais bon. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Ma petite entreprise a connu la crise. L'histoire d'un chef d'entreprise dont l'entreprise a mis la clé sous la porte. Il explique comment et pourquoi il s'est relevé. Très bon bouquin. Il y a aussi réussir ses entretiens de recrutement. Il y a aussi j'ose entreprendre. Mes parents étaient profs. Si un jour je leur avais dit bon, je vais devenir entrepreneur, consultant indépendant, alors tu vas devenir prof. Donc bref,
Il y a plein de bouquins, mais j'en ai trouvé aucun, moi, qui mixe les expériences des deux populations. C'est-à-dire, ce bouquin-là va vous expliquer comment trouver un job, celui-là va vous expliquer comment trouver des missions, mais il n'y en a aucun qui capitalise sur les expériences des deux populations. Et c'est quand même dommage, parce que, encore une fois, quand on cherche un job, on est dans une posture, quand on cherche un client, on est quasiment dans la même posture. Pendant ce temps-là, toutes les semaines, je réseautais avec mon petit groupe au bistrot et on échangeait sur les pratiques. Et je me suis aperçu aussi d'un autre truc dingue, c'est qu'en partageant, on allait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, comme l'a dit Jean-Paul. Puis surtout en groupe, c'est un peu plus sympa. Parce que, effectivement, si mon voisin qui est informaticien n'a aucun rapport avec mon métier, il connaît peut-être des entreprises qui peuvent m'intéresser. Moi, je fonctionne essentiellement au B2B. Intéressant. Je me suis aperçu aussi d'un truc, c'est que l'intelligence collective, c'est génial. Que quand on est dans la co-construction, ça va beaucoup plus vite et on apprend beaucoup plus vite. Si j'avais, comme Jean-Paul, cherché un job dans le même domaine sur lequel j'étais, j'avais travaillé pour une grosse SS2I, filiale d'une boîte américaine, et je me suis aperçu que la plus grande chance que j'ai eue, c'est de faire partie d'un plan social. Génial. Oui, parce que je me suis aperçu que j'étais dans un service communication, où j'avais une chef qui prenait toutes les décisions. Et là, tout d'un coup, je me suis trouvé dans une situation où, il va falloir réfléchir un peu, et personne pour me dire comment le faire. Vous vous souvenez du moule? Non, j'ai jeté le moule, et je suis allé voir ailleurs comment on fait. Ça m'a appris à réseauter. Réseauter, c'est pas inné. On dit parfois, je suis pas bon commercial. Non, c'est faux. On est tous un petit peu commerciaux. C'est le réseautage qui m'a appris. Surtout en discutant avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu, de mon domaine, qui n'avaient pas les mêmes goûts que moi, etc. Je ne me suis jamais autant enrichi que comme ça. Et toujours en échangeant tous les lundis avec mon petit groupe, je me suis aperçu que j'ai un ami danois qui est dans le lean management. Lean management, c'est l'amélioration continue en français. J'ai appris une foule de trucs que je n'aurais pas jamais imaginé si j'étais resté sur mon secteur technique. Et Klaus, il s'appelle Klaus, m'a donné plein de techniques sur un salon, comment rentrer en contact avec des personnes. Parce que, comme j'ai dit, je suis super timide et m'adresser à quelqu'un, c'est dingue. Enfin, à l'époque. Donc, en échangeant toutes ces impressions, je me suis mis à produire des comptes rendus toutes les semaines pour les gens qui venaient et ceux qui ne venaient pas. Et ces gens-là m'ont dit non, c'est super parce que je ne savais pas que François, il connaissait Jean-Jacques qui est chez Sanofi. Ah oui, d'accord. Et puis effectivement, sa technique pour contacter le directeur de l'EM, chapeau. J'ai accumulé, puis au bout d'un an, quelqu'un m'a dit tu devrais en faire quelque chose, un blog. Mais moi, je suis viscéralement attaché au papier, je suis d'ancienne école. J'adore prendre un bouquin, le feuilleter, l'annoter, griffonner. Donc j'ai décidé d'en faire un bouquin qui partage toutes les pratiques de ce petit groupe. Ça a donné ça. Quelques exemples de pratiques. On pitch. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un pitch? Un yaourt. Dites-moi, le jeu de mange. Une présentation d'un temps très court et très ciblé. Très court, c'est combien pour vous? Ça dépend. Ça peut être 20 secondes, une phrase. 20 secondes, ça suffit, ça peut être 1 minute, ça peut être 1 minute 30. Parfait. Un pitch, c'est, comme vous allez pouvoir le faire tout à l'heure, vous adressez à votre voisin que vous ne connaissez pas, lui dire ce que vous faites et en échange, écouter ce que fait cette personne. Le pitch, c'est parler de soi, c'est écouter les autres. Effectivement, il peut y avoir un format très court, 3 minutes, 2 minutes. Moi, je me souviens avoir eu 26 secondes chrono pour parler à la responsable d'un journal
il y avait du bruit, il y avait l'assistante qui venait l'embêter pour un salon, il y avait l'imprimeur qui râlait, c'était infernal. J'ai eu 26 secondes pour dire bonjour, je m'appelle Patrick Duché, je cherche un job dans la communication, est-ce que vous pouvez m'aider? 26 secondes. La semaine suivante, son assistante a rappelé pour dire écoutez, on va faire un entretien par téléphone, est-ce que c'est vous? En 26 secondes, j'ai quand même réussi à faire passer le fait que ça m'a beaucoup travaillé. Une autre chose qu'on pratique, c'est la wow présentation.